Oui, l'expérimentation était censée durer 2 ans, donc elle devrait se terminer maintenant, et j'ai vu quelque part qu'elle était prolongée de 3 ans. Est-ce que vous avez une explication ? Je ne sais pas si j'ai une explication, mais en tout cas, je peux dire où on en est. Effectivement, l'objectif était que cette expérimentation s'arrête en décembre et qu'on puisse espérer continuer à inclure les patients déjà inclus jusqu'au mois de mars, en espérant qu'on aurait une généralisation après. Ce qui va se passer, ça va être donc au Parlement actuellement. Là, ils sont en train de travailler sur le PFLSS, je ne sais plus comment ça s'appelle là. Et donc, il y a des débats, donc ce n'est pas encore décidé de manière ferme. Mais on sent que de toute façon, rien n'est prêt pour qu'on sorte de l'expérimentation au mois de mars. Donc, il y a 2 possibilités. Une possibilité qui a été beaucoup défendue la semaine dernière, qui serait de dire on s'engage à sortir dans 1 an, mais on se donne 1 an supplémentaire d'expérimentation pour d'abord un peu consolider certaines données et puis surtout pouvoir continuer à prescrire et à faire développer la connaissance de ce produit, mais avec l'objectif d'en sortir dans 1 an qu'on décide maintenant. Et d'ici là, ils choisiront quel produit, quel remboursement, enfin tout ce qui n'a pas du tout été réfléchi depuis quelques mois. Et inversement, on sent qu'il y a quand même une poussée assez forte qui ne vient pas du ministère de la Santé, mais pour que ce cannabis thérapeutique n'existe pas comme possibilité. C'est un peu irritant. C'est un petit peu irritant, surtout que tu as de la chance, Laure, d'être dans le comité, mais pour ceux qui font partie de l'expérimentation, on l'apprend par la radio, en réalité, et c'est très lourd, quand même. C'est très lourd, parce qu'on voit les patients tous les mois, et sur la faisabilité, il y a quand même... il y a peu de médecins traitants qui sont formés, qui ont accepté de se former, je pense en Île-de-France. En tout cas, moi, j'en fais partie pour la douleur neuropathique réfractaire. Et je crois que sur un plan national, c'est pareil dans cette indication. Et puis, il y a quelques pharmacies, mais vu l'état de nos hôpitaux, moi, je sais par exemple que là où je travaille, c'est-à-dire à Bobigny, la pharmacienne ne peut plus assurer parce qu'elle est toute seule sur 4 pharmaciens normalement. Elle n'est plus que toute seule. Et donc, je suis obligée, en désespoir, de trouver des pharmacies qui arrivent à faire la formation, etc. En tout cas, effectivement, il y a eu la semaine dernière une table ronde qui a été faite à la demande de certaines associations de patients au Parlement. Et donc, il y a des amendements qui ont été écrits la semaine dernière. Donc, c'est pour ça qu'on n'a vraiment pas les réponses. Mais en plus, en tout cas, on doit écrire ces amendements sans avoir toujours on ne nous a toujours pas donné les résultats de l'expérimentation de manière officielle. En tout cas, cet amendement est déposé par des députés qui viennent de 4 formations politiques différentes. À cette table ronde, c'était assez intéressant, parce que du coup, j'y étais, c'était chouette déjà, c'était marrant. Il n'y avait que des femmes. Je viens de dire, les seuls députés qui se sont intéressés à cette problématique, c'était des femmes, mais issus de 4 formations politiques différentes, qui vont des républicains à socialistes, écologiques, en passant par Renaissance. Et donc, ils vont essayer de déposer un amendement qui va être, premier amendement, ce que je vous disais, essayer de dire on en sort dans 1 an, et c'est ferme et définitif. Et après, il y a des amendements de repli pour, s'ils ne veulent pas, le dire, mais quand même qu'on puisse faciliter, prolonger l'expérimentation et faciliter quand même l'accès pour certains patients. Mais franchement, c'est une sorte de bras de fer, mais avec un bras mou en face, puisqu'on ne sait pas à qui on parle. Il faut quand même savoir qu'on a la législation la plus fermée concernant l'utilisation du cannabis, et on est la population qui fumons le plus de cannabis en Europe. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle ? Sinon, on a des questions par SMS ? Oui. À partir de quel âge peut-on mettre en place un traitement avec du cannabis thérapeutique ? Il n'y a pas d'âge limite. Je vous ai dit qu'une des indications les plus fortes, c'est les épilepsies rebelles de l'enfant. Et donc vraiment, c'est des enfants qui sont petits, mais qui ont ces maladies plutôt congénitales, avec plusieurs crises d'épilepsie, voire plusieurs dizaines de crises par jour ou par semaine. On voit que le nombre de crises diminue entre 80% et 90%. Enfin, c'est énorme. Et donc là, c'est fait chez des enfants éventuellement très jeunes. Donc il n'y a pas de limite d'âge.
à cause de ça. Et donc en situation palliative, il y a eu une équipe ressources à Lyon qui s'est proposée pour pouvoir prescrire. Et pareil, on n'avait pas mis de limite d'âge. Il n'y a pas de limite d'âge. Ni dans un sens, ni dans l'autre. On a aussi des patients très très âgés qui ont vraiment bénéficié. Bon, on fait une titration douce, hein, mais en tout cas qui bénéficient, comme des patients plus jeunes, de ce produit. Ce qui ressort quand même de ce que vous avez dit là, c'est qu'il y a un ressenti de satisfaction par rapport à tout ça, donc plus avec un apaisement qu'un soulagement. Est-ce que vous pensez que ça a plus d'efficacité sur les douleurs psychologiques et émotionnelles que sur les douleurs physiques, ou c'est kiff-kiff? Non, ben, la douleur, par définition, c'est une sensation et une émotion désagréable. Donc, c'est vrai que dans toutes les études expérimentales, que ce soit chez l'animal ou chez l'homme, ça montre plus d'efficacité globalement sur l'anxiété que sur le phénomène nociceptif neuropathique même. Cela étant, on sait bien que la perception de la douleur, c'est mixte. Donc, c'est pas ça agit sur une douleur psychologique ou je ne sais quoi, ça agit sur la douleur, mais sur la perception de la douleur. Et c'est vrai que, par exemple, dans la douleur neuropathique, avant d'entrer les gens, il y a l'HAD qui montre des scores d'anxiété ou de dépression. Moi, j'ai une quinzaine de patients, ils ont tous leurs scores qui ont diminué en termes d'anxiété et de dépression. Et c'est vrai que la satisfaction sort de toutes les études. Enfin, je pense, voilà, c'est vraiment ça. C'est que c'est pas un bon antalgique. Jamais il passerait à l'AMM avec justement juste une diminution d'un point sur les différentes échelles. Mais ça a l'air d'être un très bon médicament pour effectivement vivre mieux avec sa douleur. Donc il n'y a aucun doute que ça a des impacts. Et ça a des impacts aussi sur tout ce qui est périphérique en conséquence ou en cause. Mais le fait de mal dormir, le fait d'être anxieux, le fait, etc., fait que... Et les problèmes d'appétit aussi, c'est important. On est trop long, paraît-il. Je peux poser encore une question ou pas ? Bien sûr. Dans mon expérience au centre hospitalier de Dreux, à l'unité de prise en charge de la douleur, on a régulièrement des patients qui arrivent, qui sont déjà consommateurs de CBD. Parfois, d'ailleurs, certains d'entre eux, certains d'autres patients nous demandent l'accès au CBD. Et pour l'instant, nous, on n'est pas très, très à l'aise avec, justement, les contre-indications d'utilisation. Est-ce que ce sont les mêmes que pour le cannabis? Ça, c'est ma première question. Et deux, quelle dose, éventuellement, on peut leur proposer d'utiliser? Oui, je réponds avec plaisir à ça, parce qu'effectivement, il y a beaucoup plus... le nombre de patients qui consomment est très important et le nombre de patients qui sont dans l'expérimentation est très faible. Donc c'est vrai qu'on a, je pense, le devoir d'aider nos patients. En ce qui concerne les interactions médicamenteuses, notamment avec les traitements spécifiques en cancérologie, puisque c'est quand même souvent dans ce cadre-là, clairement le CBD est le produit le plus interactif. Donc il faut vraiment mettre en garde les patients sur les interactions médicamenteuses et éventuellement se rapprocher du cancérologue pour savoir ce qu'il en pense, en sachant que l'INCa donne les informations au fur et à mesure qu'elle les travaille. Donc on n'a pas toutes les informations, mais enfin on en a quand même pas mal. Et effectivement, je pense que si le patient est un consommateur au préalable, il faut tenir compte de sa consommation antérieure pour faire la titration. Pas la peine de recommencer à zéro. Hein. Et puis si c'était du cannabis avec beaucoup de THC, c'est pas la... Enfin voilà. Donc ça c'est pour les gens qui sont dans l'expérimentation. Pour ceux qui ne sont pas dans l'expérimentation, c'est pour ça que je vous ai donné la titration tout à l'heure en CBD. C'est vraiment 5 mg tous les 3 jours. On augmente progressivement jusqu'à 40 mg. Et en tout cas, il faut acheter des produits, et c'est pas si facile à trouver, dans les boutiques qui sont des produits où effectivement la concentration, enfin il faut que ce soit des huiles essentielles. On ne peut pas acheter des fleurs, des tisanes, des machins, etc. On ne sait pas ce qu'il y a dedans, on ne sait pas quels sont les produits exacts qui vont être donnés avec. Les seuls qui sont à peu près bien normés, c'est effectivement les huiles pour lesquelles la concentration est clairement notée. Et après, on compte les gouttes. Moi, j'avais juste une petite question. Par SMS, une personne demande s'il y a des interactions avec des opiacés. Parce que vous avez aussi, j'imagine que si vous pouvez compléter la réponse. Alors oui, il y a des interactions avec les opiacés, mais on peut tout à fait utiliser les deux ensemble. Il n'y a pas de souci.
c'est pas une contre-indication, et plutôt s'il y a des interactions, c'est plutôt dans le bon sens, ça augmenterait un peu l'efficacité des opiacés, donc ça fait diminuer la dose et ce que les patients apprécient bien. Donc c'est vraiment pas du tout une contre-indication, au contraire, c'est vraiment une association fréquente. Et donc dans les études notamment américaines et israéliennes, on se rend compte que la diminution d'opiacés qui est secondaire à la prise de cannabis, elle se poursuit de semaine en semaine. C'est vraiment quelque chose qui... c'est pour ça que ça vaut le coup de le proposer à des patients pour les situations palliatives assez précoces, parce que ça continue à se poursuivre comme amélioration et comme décroissance de traitement au bout de 3 mois. Et pour tous les patients qui avaient des grosses pathologies de la moelle épinière, qui étaient souvent sous opiacés avant, c'est vrai qu'il faut qu'ils se sèvrent en opiacés, mais ils arrivent à le faire, mais ça prend des mois. Ouais, beaucoup de patients qui sont sous CBD ou équimolaire THC CBD ont arrêté les paliers 2, par exemple, ou ont diminué leur traitement. Je voudrais rebondir par rapport à ce que la première question sur la pédiatrie. Évidemment, en tant que documentaliste, je ne répondrai jamais aux questions, mais on est là pour relayer justement des informations pour répondre aux questions que vous posez. Donc là, par exemple, dans le dossier documentaire, il y a un document qui s'intitule en fait l'impact de consommation de cannabis, l'expérience et l'approche d'un hôpital pédiatrique de soins tertiaires. C'est un hôpital de Toronto. Et à la fin, en fait, dans le résumé, ils proposent des suggestions sur la manière dont les établissements de soins de santé canadiens qui s'occupent d'enfants pourraient aider les patients et les aidants naturels à mesure que la relation entre le cannabis et la santé continue d'évoluer. Et par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure, la composition de ce qui peut être consommé au-delà du cannabis médical, vous pouvez aussi être confronté justement à des patients qui vous posent des questions. N'oubliez pas, dans la rubrique pratique, passion, il y a en fait les pratiques des consommateurs et puis attirer l'attention justement par rapport aux compositions de ce qui se propose sur le marché, entre guillemets. Excusez-moi, j'ai 2 questions à vous poser. 2 questions. La première pour Nerina, est-ce que le site du CNAD est ouvert à tout le monde? Déjà, oui ou non? Est-ce qu'il faut être professionnel de santé ou pas? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, qui est plus pour l'équipe, c'est quelles sont les informations que vous donnez? Parce que j'entends bien la question d'avant m'a beaucoup intéressé. C'est que fait-on des gens qui ne rentrent pas dans les protocoles? Quels sont le type d'informations qu'on donne pour éviter qu'il y ait ce qu'on appelle des abus, ou qu'ils soient un peu à leur propre médecin, je dirais, d'une culture que personne ne connaît aujourd'hui ou que tout le monde essaie de faire? Merci. Merci pour la question, Mohamed. Comme je vous ai dit tout à l'heure, le site est ouvert à tout le monde. Alors, vous pouvez y aller en tant que visiteur anonyme, donc vous n'aurez pas besoin de vous connecter, sauf que l'accès aux documents est limité. Et si vous vous connectez, en fait, il y a, selon le profil que vous choisissez, que ce soit profil grand public, parce que vous n'êtes pas encore à l'aise par rapport à des articles scientifiques, ou vous choisissez le profil professionnel, vous avez accès à tous les documents qui correspondent à votre profil, mais encore une fois, sous réserve du respect du droit d'auteur. On est très pointilleux là-dessus. Merci. Je crois qu'effectivement, sur la question de l'information aux patients et des abus, alors c'est pas simple à répondre à cette question parce que ça va dépendre aussi de notre lieu d'exercice. Je dirais que pour nous, sur un lieu d'exercice en unité de soins palliatifs, la question de l'abus, elle n'est pas du tout pareille et pas du tout interprétée de la même façon que quand on se situe peut-être sur un centre d'évaluation et de traitement de la douleur avec des patients qui s'inscrivent plutôt dans de la maladie chronique et pas dans une dynamique de fin de vie. Nous, en tout cas, sur notre pratique en unité de soins palliatifs, qui est mon lieu principal d'exercice, on a réfléchi plutôt cette question au collectif en se disant qu'on savait que nos patients avaient des consommations de produits stupéfiants dans un cadre non légal et dans un usage qui n'était pas que thérapeutique. Et donc, on s'est posé la question de comment on allait, nous, les accompagner, effectivement, dans cette consommation-là, dans l'unité, à la fois pour nous éviter, effectivement, d'avoir des problématiques qu'on ne comprend pas avec des interactions médicamenteuses, des accidents de sevrage éventuellement, et puis parce qu'on a bien conscience que la consommation de produits stupéfiants et l'alcool va parfois, effectivement, les aider à vivre des choses qui sont plus douces
quand ils sont en fin de vie. Et donc c'est vraiment une réflexion qu'on accompagne dans le service. Et j'avais mis la 4e situation vraiment sur ce côté que ça nous avait mis mal à l'aise, parce que là, on n'avait pas accès à une communication avec ce jeune homme de 17 ans sur cet usage illégal de THC. Alors qu'habituellement, on arrive vraiment à avoir un accès à l'échange avec le patient, savoir ce qui le motive, ce qu'il va y chercher, ce qu'il y trouve. Et on peut aussi trouver que ce qu'il y trouve, ce n'est pas toujours à propos. Mais là, dans la dernière vignette, on était embêtés parce que ce jeune, il ne s'exprimait pas. Et c'était la pression un peu parentale de continuer le produit dans un effet qui n'était pas pour les symptômes, qui était pour tenter de guérir la maladie. Et ça, on savait que c'était plus vain. Pour autant, on a accompagné et respecté le positionnement, mais on a essayé de comprendre, toujours dans cette dynamique-là.